Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, un débat sur l'Arabie Saoudite. Le royaume wahhabite qui applique la charia, la loi islamique, se trouve être un des plus grands exécuteurs de la planète. Un jeune chiite de 21 ans, opposant politique, doit être décapité puis crucifié cette semaine. Ce même pays est un de nos partenaires commerciaux privilégiés. Les sommes en jeu représentant plusieurs dizaines de milliards d'euros. Selon Laurent Fabius, la France est-elle trop aveuglément proche de l'Arabie Saoudite? Nous en débattrons, mais pas avant d'avoir reçu un journaliste essayiste, Fabrice Nicolino de Charlie Hebdo, auteur d'un brûlot sur l'agro-industrie. En France, le bonheur n'est plus dans le pré et ça va chier. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Arnaud Le Parmentier. Bonsoir. Bonsoir Fabrice Nicolino. Bonsoir. Lettre à un paysan sur le vaste merdier qui est devenu l'agriculture. Aux éditions Les Échappés, c'est la maison d'édition de Charlie Hebdo. Exactement. En l'occurrence, vous écrivez toujours dans Charlie. Cette semaine, un papier à charge sur les éoliennes et toute la corruption qu'il y a autour de l'argent et des éoliennes. Vous expliquiez il y a quelque temps que vous vous attendiez à être enduit de goudron et de plumes, de par la violence de votre réquisitoire contre l'agro-industrie, les marchands de pesticides, la FNSEA, l'INRA. Vous adorez ça, être détesté, Fabrice Nicolino? Pas du tout, pas du tout. Non, mais moi, je n'ai pas parlé de violence. Disons, j'ai l'habitude d'être confronté à une certaine agressivité de la part de certains, non pas paysans, mais exploitants agricoles. Donc ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc j'ai pensé que ce livre-là ne plairait pas à ces mêmes gens et que peut-être j'assisterais à quelques scènes, en tout cas dans des conférences en province. Mais voilà, c'est pas plus grave que ça. Du moins, et le livre est là, et on va en parler dans un instant. Après votre empreinte digitale qui a été prise par Marc-Antoine de Porrette, une précision, il y a des images qui peuvent être assez traumatisantes pour les enfants, les amoureux des animaux. Donc éloignez les bébés et regardez. En tapant votre nom sur Internet, on arrive sur fabricenicolino.com, votre propre site web intitulé Planète sans visa. Un blog vert dans lequel vous défendez notre terre. Dans votre dernier post, il y a quelques jours, vous traitez le président François Hollande d'imbécile et demandez aux internautes d'aller acheter votre dernier livre. Un essai ou plutôt une lettre que vous adressez à un personnage imaginaire, Raymond, un paysan de 90 ans. À travers lui, vous revenez sur les différentes révolutions qui ont ébranlé l'agriculture. Comme l'ancien apprenti chaudronnier que vous êtes, vous martelez votre argumentaire implacable. Vos mots en fusion traduisent une atroce réalité, celle de l'agriculture intensive. Avec ces terribles méthodes comme la destruction du centre de l'appétit dans le cerveau du porc et de l'oie, le limage des dents des porcelets pour qu'ils ne se mordent pas entre eux, ou cette fabuleuse invention qu'est la vache hublot pour étudier sa digestion et l'optimiser. Au passage, vous taillez quelques costards à Charles Becbédé, Vincent Bolloré ou aux dirigeants de la FNSEA, le tout-puissant syndicat agricole. Lettre à un paysan est loin d'être votre premier livre écolo, c'est même votre spécialité. L'industrie de la viande, les produits chimiques, les associations environnementales, les pesticides, les biocarburants, autant de livres encore disponibles. La forêt ne vous dit pas merci. Fabrice Nicolino, vous êtes un combattant et même un survivant. Vous avez échappé à 2 attentats. Le premier en 1985, l'explosion d'une bombe dans un cinéma parisien durant la projection d'Eichmann, l'homme du Troisième Reich d'Irving Leiser. Le dernier, en début d'année, lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Touché par plusieurs balles, réparé par plusieurs opérations, votre livre devait sortir en janvier. L'histoire en a décidé autrement. Voilà, Fabrice Nicolino est avec nous. Comment allez-vous, Fabrice Nicolino, vous qui êtes 2 fois miraculé d'une certaine façon? Ce serait un petit peu long à expliquer, oui. Mais ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Mais les traces dans le corps sont à peu près définitives. Il y a beaucoup de dégâts quand même. J'ai reçu 3 balles, donc... Des dégâts physiques, psychologiques, émotionnels. Exactement. Vous pensez à vos amis de Charlie Hebdo. On ne va pas s'attarder. Oui, oui, vous y pensez tous les jours. Mais vous avez dit, bien sûr. paradoxalement, vous avez dit, on a exagéré l'importance de cet événement. Oui, j'ai dit ça. Oui, ça encore, ça demanderait des explications. Mais disons oui, bien sûr. C'est-à-dire que j'étais sensible, ému même par la mobilisation du 11 janvier et ce qui a suivi. Mais au fond, il s'agit d'une scène de guerre. Bon, pour moi, ça a été dramatique. Pour mes amis, n'en parlons pas. Pour mes amis morts et les blessés encore à l'hôpital, Simon Fieschi et Philippe Lançon, c'est tout à fait horrible. Mais néanmoins, des scènes de guerre, il y en a tous les jours à la surface de cette terre martyrisée. Et donc, oui, je me demande parfois un petit peu à quel psychodrame la France s'est livrée au travers de ces événements. C'est un énorme fait divers, mais voilà. Alors, le travail pour survivre et pour continuer à se passionner, une cause, évidemment, l'agriculteur, la paysannerie, l'animal, qui n'est pas un animal machine. Arnaud Le Parmentier? Alors, pourquoi ce personnage fictif de paysan nonagénaire, ces retours vers le passé Pas du tout. Une nostalgie
Les pâtres de Virgile ne connaissent pas leur bonheur. Vous m'aurez mal lu, je pense. Non, non, pas du tout, pas du tout. Si j'ai imaginé ce personnage, c'est parce que, d'abord, je pensais à un être vivant, aujourd'hui encore, hein, qui s'appelle Jean Carrière, qui est un vieux paysan du sud de l'Aveyron. Et en fait, c'était plutôt pour moi une manière sensible de pouvoir expliquer à un homme comme Raymond, et à travers lui à des hommes comme Jean Carrière, ce qui s'est passé au fond. Parce que ces gens ont connu, les gens de cet âge-là, qui sont près de la mort, ont connu les restes de la civilisation paysanne. Donc ils ont un pied encore dans ce monde enfoui et enfui à jamais. Et ce qui leur est arrivé, c'est une catastrophe, à mon avis, c'est une catastrophe qui a été décrite de façon très très surprenante par l'historien Fernand Braudel. Ouais, Fernand Braudel, dans son dernier livre, posthume d'ailleurs, L'identité de la France, il décrit la fin des paysans comme l'événement qui l'aura le plus marqué dans la vie. Donc avant les 2 guerres mondiales qu'il avait subies comme les autres. Et il compare les paysans à la fin des pays, enfin les paysans à une armée en déroute qui s'enfuit sans regarder derrière eux. Est-ce que cette mutation que vous décrivez après cet exode, cette disparition des paysans, cette révolution n'était pas quelque chose de nécessaire? Il fallait nourrir la planète, il fallait faire face. Attendez, je vous pose la question. Il fallait faire face au boom démographique. À l'époque, on a des statistiques. Le taux de famine, de mortalité par famine dans les années 20 et dans les années 50 sont très élevés. Donc, est-ce qu'il ne fallait pas passer à quelque chose d'industriel, ou plus industriel en tout cas? Alors, plein de choses devaient changer, c'est certain. D'ailleurs, je l'écris très nettement dans mon livre, au travers de 2 exemples, 2 personnages qui sont à mon avis, fabuleux et emblématiques de toute cette époque. L'un, André Pochon, est vivant. Il est né en 1931, c'est un paysan breton qui incarnait, pour des raisons que j'explique dans le livre, j'y reviens pas, qui incarnait la possibilité, l'éventualité d'une paysannerie nouvelle, modernisée, pour vous faire plaisir, mais qui, à mon avis, aurait été infiniment moins dévastatrice pour les milieux naturels et les êtres vivants. Et puis l'autre voie qui a été suivie, c'est celle de Michel de Baptiste. Et tous les deux, d'ailleurs, étaient des jeunes catholiques à la sortie de la guerre, fervents, et qui voulaient tous les deux Michel de Baptiste, ancien patron de la FNSEA. Qui a été ancien patron de la FNSEA et ministre. Oui. Et ministre. Donc, c'était 2 voies. Une voie a été choisie. Pochon a été oublié pour des raisons que j'explique, parce qu'il existait, ces techniques culturelles existaient et ont fini par être reconnues. Donc, bien sûr, il n'était pas question de rester immobile. Je sais parfaitement que les 2 tiers des fermes à la Libération avaient un sol en terre battue. Évidemment, il fallait changer. Mais est-ce qu'il fallait ce changement-là? Je sais pas. Alors, si on parle de là où on est aujourd'hui, vous déclarez mort aux vaches, guerre aux bœufs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi qu'est-ce qui ne va pas dans les... Non, le bœuf est le plus mauvais transformateur d'énergie. C'est-à-dire que pour élever des bœufs, il faut énormément de calories et d'énergie. C'est un aspect très important pour moi, bien sûr, le sort fait aux animaux, qui sont quand même des êtres merveilleux, qui nous ont donné tout dans leur existence depuis les 10 000 ans de domestication. Sans eux, est-ce qu'il y aurait eu des civilisations humaines comme celle de la Grèce antique? J'en doute personnellement, j'en doute fortement. Peu importe. Ils sont aujourd'hui considérés comme des objets et des marchandises. On l'a vu avec les hublots dans les... Pas seulement avec les hublots. C'est un système, alors pour le coup industriel. Il faut savoir au plan mondial ce qu'on veut. Vous disiez que l'animal, le bœuf, est un très mauvais transformateur d'énergie. À terme, compte tenu de la raréfaction qui est constatée par tous les agronomes du monde entier et pas par moi, la raréfaction des terres arables et leur empoisonnement, on peut parler de ce mot, on peut utiliser ce mot-là, leur empoisonnement par la chimie de synthèse, il va y avoir un problème. Il va falloir choisir de plus en plus entre nourrir des animaux pour faire de la viande, une viande destinée aux populations riches, à l'Occident et aux fractions riches de pays émergents comme l'Inde ou la Chine, ou bien il va falloir produire beaucoup de céréales, beaucoup plus de céréales, et en ce cas, on peut espérer nourrir correctement les 10 milliards d'humains qui s'annoncent. Mais le choix va se poser de cette façon-là, ou une famine de plus en plus importante. N'oubliez tout de même pas que même si en chiffre relatif la famine a régressé, en chiffre absolu on a dépassé 1 milliard d'affamés chroniques en 2008. Pardonnez-moi, mais l'agriculture industrielle... Le végétarianisme, en fait, il faut être végétarien, c'est ça votre appel? Pas du tout, mais je dis simplement... Non, on peut manger 5 fois moins de viande et en se portant infiniment mieux. Ça, c'est une chose qui est, à mon avis, acquise. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que l'agriculture industrielle, son projet, c'était de nourrir le monde. Sa promesse à l'agriculture industrielle française, mais aussi à la FAO. La devise de la FAO, c'est Fiat Panis, qu'il y ait du pain. Alors...
On a parlé des bœufs. Parlons des loups, Nadia. Oui, parce que vous avez peut-être vu des images. Dans le cadre de la COP21, Ségolène Royal a demandé la réalisation d'une arche de Noé avec de magnifiques animaux en plastique recyclable. Officiellement, c'est pour mobiliser les familles, c'est atroce, les familles et les enfants autour de la question du sort des animaux. On peut se dire que c'est aussi peut-être parce qu'elle les préfère en plastique, les animaux. En tout cas, les loups, c'est pas sa tasse de thé à Ségolène Royal. L'an dernier, la ministre avait permis de faire voter une loi pour autoriser le prélèvement des loups. Alors, prélèvement, c'est le mot gentil pour dire abattage. Plus récemment, elle a annoncé la création d'une brigade d'appui aux éleveurs. Donc, c'est pour donner un coup de main aux éleveurs qui veulent abattre les loups. Et dans un papier que vous avez publié dans Charlie au début du mois de septembre, vous rappelez qu'ils sont pourtant théoriquement protégés par une loi européenne. Vous évoquez aussi le poids du lobby agricole et celui de la chasse. Est-ce qu'il y a un lobby aujourd'hui auquel le ministère de l'écologie ne cède pas? Ah ben, j'en vois pas, figurez-vous. Mais peut-être y en a-t-il, probablement y en a-t-il, quelques-uns perdus dans je ne sais quel bureau. Mais ce que je vois, en tout cas, c'est vrai, c'est que la ministre de l'écologie, sans vouloir être trop désobligeant, parle beaucoup, on va dire, agit fort peu. Et quand elle agit par extraordinaire, eh bien, c'est souvent au bénéfice des lobbies. La question du loup est absolument extravagante. Les lobbies de quoi, en l'occurrence? Les éleveurs, là? Pour ce qui concerne le loup, oui. lobby des chasseurs, si vous voulez, les chasseurs éleveurs. sont fous. Ouais. Certains chasseurs, une partie des chasseurs, sont fous de joie à l'idée de pouvoir ajouter à leur tableau un loup, parce qu'effectivement, c'est très prestigieux, c'est un gibier extrêmement prestigieux. Fabrice, c'est pas les bergers qui élèvent les moutons, qui sont inquiets par le loup qui tue leur troupeau? Alors, moi, il nous faudrait du temps, mais sachez que je suis cette question avec beaucoup d'intérêt sur le terrain, depuis peut-être 20 ans. Depuis que le loup est revenu, depuis qu'on nous dit qu'il est revenu, il n'a pas été réintroduit du tout. Il est revenu dans des phases. Tout ça est très connu. Les biologistes savent très bien à quoi s'en tenir. Il n'y a aucun mystère autour du retour. C'est un loup d'Italie qui est revenu par sauts successifs à partir de 1992, après ce qu'on croit savoir. En tout cas, la question du loup, c'est la question de la biodiversité. Vous comprenez bien que si on ne veut pas accepter la présence de 300 loups dans un pays qui se désertifie comme la France, où il y a des millions d'hectares qui sont sauvages, quelle parole peut-on porter auprès des Africains qui ont eux, à se dépatouiller avec des éléphants qui peuvent piétiner leur récolte, ou les tigres mangeurs d'hommes au Bangladesh ou dans le delta du Gange? Il faut être sérieux, je veux dire. Alors, je renvoie à votre essai « Lettre à un paysan », le fameux Raymond, sur le vaste merdier qui est devenu l'agriculture aux éditions Les Échappés, et à votre blog tonique, c'est le moins qu'on puisse dire, Fabrice Nicolino, pour suivre au jour le jour vos déplacements chez les loups et sans aucun doute vos consignes avant la COP21. Merci d'être venu dans 28 minutes. Et place au débat autour de l'Arabie Saoudite, endeuillée aujourd'hui par la mort de plus de 700 pèlerins lors d'une bousculade à la Mecque, mais surtout mise en cause pour sa violation systématique des droits de l'homme. Partenaire économique de la France, le royaume wahhabite est accusé d'alimenter le djihadisme international. Il exécute au sabre à tour de bras et pimente avec la crucifixion, hommage atroce aux pratiques de la Rome antique, pimente donc son arsenal de châtiments. Comment traiter cet allié infréquentable? Sommes-nous trop proches de l'Arabie Saoudite? Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Peut-on vraiment tout accepter d'un pays allié, même richissime? Ali Al-Nimr a 21 ans. Derrière ce sourire, la barbarie d'un régime. Le jeune opposant saoudien a été condamné à mort, décapitation puis crucifixion en public jusqu'au pourrissement de ses chairs. L'indignation est d'autant plus forte que l'Arabie saoudite assume. À l'ONU, la semaine dernière, cet ambassadeur défendait le recours à la peine de mort dans son pays. Nos juges sont indépendants, leur jugement repose sur les lois islamiques, personne ne peut intervenir dans leurs décisions. Le royaume saoudien décapite et coupe des mains au nom de la charia. De nouveaux bourreaux ont même été recrutés ces derniers mois pour faire face à l'augmentation des condamnations. Hier, François Hollande a appelé le roi Salman à la clémence. Le souverain wahhabite est le seul à pouvoir gracier le jeune opposant saoudien. La France, elle est opposée à la peine de mort. Et c'est pourquoi je demande à l'Arabie Saoudite de renoncer à l'exécution du jeune Ali Mohamed Al-Nimr. Mais jusqu'où la France peut-elle faire pression? Leader des pays sunnites et protectrice des lieux saints, l'Arabie Saoudite est incontournable sur le plan géopolitique. Géant pétrolier aux réserves financières colossales, il pèse aussi très lourd sur le plan commercial. Pétrodollars ou droits de l'homme, la France peut-elle choisir? Bonsoir à tous les trois. Jack Lang, bonsoir. Bonsoir. Nous vous accueillons
ici, avec plaisir, en tant que président de l'Institut du monde arabe. Une exposition actuellement et jusqu'au 31 janvier 2016, Osiris, les mystères engloutis d'Égypte. Elle est somptueuse, d'ailleurs, comme la plupart de vos expositions. Quant au dossier qui nous intéresse, l'Arabie saoudite, eh bien, selon vous, c'est par l'entêtement diplomatique et les relations culturelles que les mentalités saoudiennes pourront lentement, mais sûrement, il faut l'espérer, changer. À côté de vous, Jack Lang, Pierre Conessa, bonsoir. Vous êtes un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense français. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et à l'ENA. Et pour vous, la France est par trop proche de l'Arabie saoudite, alors qu'elle a, elle, les mêmes pratiques que Daesh. À côté de vous, Mansouria Mokefi, bonsoir madame, conseillère spéciale pour le monde arabe à l'Institut français des relations internationales. Et selon vous, la proximité de la France et de l'Arabie saoudite est dictée par des enjeux économiques et diplomatiques, mais c'est un pari risqué sur le long terme. On va démarrer le débat avec une question d'un de nos internautes, oui, Nadia. Que je vous lis tout de suite. La France rompt un contrat avec la Russie et continue de commercer avec l'Arabie saoudite. Où est le curseur? Mansouria Mokefi, si on récapitule, la France refuse de vendre des Mistral à la Russie. Elle finit par les vendre à l'Égypte, qui les achète en partie avec l'argent de l'Arabie saoudite. Donc ces deux derniers pays qui ont violé les droits de l'homme. C'est quoi la logique dans tout ça? Alors, il n'y a plus de logique dans la question des droits de l'homme, comme cette histoire le démontre. Mais en revanche, ce qu'il faut regarder, c'est le détour que ces Mistral vont faire pour revenir à la Russie d'une certaine manière. Arnaud. 134, c'est le chiffre du jour. Donc, 134, ce sont le nombre d'exécutions en Arabie saoudite depuis le début de l'année, en hausse de 44. Monsieur Jack Lang, est-ce que ça vous révulse pas? Et quel est le moyen de faire pression sur le roi Salman pour arrêter ce qui est une hécatombe, en fait? Comment pouvez-vous imaginer que ça ne me révulse pas? Je suis un militant de longue date contre la peine de mort. La peine de mort me révulse, m'horrifie. Et l'annonce qui a été faite hier de l'exécution de ce jeune homme, qui était mineur au moment des faits, et qui a été soumis à des tortures et auxquelles on a arraché des aveux, est proprement scandaleux et inacceptable. En effet, oui. Et le président de la République vient de s'exprimer à l'instant pour demander aux autorités saoudiennes de suspendre l'exécution envisagée de ce jeune homme. Est-ce que ce n'est pas un peu faible? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fort à faire pour convaincre réellement les Saoudiens? Parce qu'on a l'impression qu'on fait ça un peu comme service minimum. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Conessa? Ah oui, absolument, oui. Bon, vous savez, en matière de politique extérieure, il ne faut quand même pas s'imaginer que ce sont les principes qui guident la politique extérieure, ce sont les intérêts. Chez les Anglais, c'est beaucoup plus clair. On dit souvent de la Grande-Bretagne qu'elle n'a pas de principes, elle n'a que des intérêts. Je crois qu'il faut faire exactement la même lecture sur la France. On passe notre temps à donner des leçons de droits de l'homme à tout le monde, sauf à l'Arabie saoudite. Donc il faut quand même, de temps en temps, effectivement, remettre le curseur à plat. Et comment expliquez-vous que l'Arabie saoudite, spécialement, soit vraiment la plus épargnée? On parle souvent des exécutions en Iran, on parle de la Chine tout le temps. Pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite a un traitement de faveur? L'Arabie saoudite a créé une espèce de trou noir psychologique et géopolitique. C'est assez intéressant. Prenez par exemple le cas des 15 Saoudiens sur les 19 terroristes du 11 septembre. Arriver à faire ce tour de passe-passe qui fasse qu'en janvier 2002, George Bush dit que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, laisse penser qu'il y a un lobby saoudien aux États-Unis, avec son pendant en France, j'y reviendrai, mais il y a un lobby saoudien aux États-Unis qui est capable, si vous voulez, d'orienter un choix de politique stratégique auquel nous avons adhéré d'ailleurs dans un aveuglement total, qui fait qu'on a totalement laissé de côté cette question-là. Il y a un lobby saoudien à Paris, monsieur Jack Lang? Pardon? Il y a un lobby saoudien à Paris? Il n'y a pas un lobby saoudien. J'avais auprès de moi une directrice générale saoudienne. Alima, l'Institut du monde arabe. Il est question d'ailleurs de recruter comme successeur un directeur général saoudien, mais ça n'est pas fait. Et à aucun moment, je n'ai subi la moindre pression sur quoi que ce soit. L'Arabie saoudite finance l'Institut du monde arabe? Non, aucun pays ne finance l'Institut du monde arabe, ce qui garantit sa liberté. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Par contre, nous avons conçu avec la bibliothèque du roi Abdelaziz l'exposition sur le pèlerinage de la Mecque, qui a réuni des musulmans, des non-musulmans, qui a été l'occasion aussi d'une cérémonie œcuménique des 3 religions monothéistes en présence du Premier ministre Manuel Valls. Et dans quelques jours, une personnalité saoudienne présentera un musée virtuel qui réunit toute sa collection. Tout ça en toute indépendance. En toute indépendance. Donc à Paris, on est très tolérant. Moi, je vous invite à venir à la fin du mois pour découvrir ces œuvres. Mais nous viendrons. Je ne suis pas naturellement, ce faisant et ce disant, en train de vous présenter un portrait en rose de l'Arabie saoudite. Certes. Et puisque Arnaud le Parlementier, à l'instant, parlait des exécutions, on ne va pas se livrer à une comparaison sordide. Mais je ne vais pas défendre
l'Arabie Saoudite, pour moi, la peine de mort, c'est une abomination. Je la réprouve où qu'elle est. Donc c'est un absolu. Oui, c'est partout où que ce soit. Non, mais je constate quand même que dans notre débat national ou international, que la Chine figure en tête des pays exécuteurs, que l'Iran, où l'on se rend anglais, sans scrupule, en effet, français et autres, pour aussitôt après la conclusion de l'accord nucléaire, tenter d'arracher des marchés. Vous avez raison, et on essaye de comprendre ce paradoxe. Pardon, cette grande démocratie États-Unis, donc tout le monde est coupable. On l'exécute, parfois des handicapés mentaux. Tout cela, c'est une sordide. Et en même temps, j'estime qu'il faut établir une objectivité sur la situation mondiale. Revenons à l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas que des exécutions, il n'y a pas que des crucifixions, il y a aussi des flagellations. On avait reçu ici, il y a quelques mois, la femme d'un blogueur, il s'appelle Raif Badawi, qui avait été condamné à 1000 coups de fouet. Est-ce que la relation culturelle, ça suffira à le sauver, lui aussi ? On n'a pas vu de succès, quels que soient les efforts dans le domaine culturel, et malgré les exploits de l'Institut du monde arabe ou d'autres instituts. En revanche, je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Effectivement, Monsieur Lang, il y a des atrocités qui sont commises partout. Il y a la peine de mort n'est pas abolie. Il y a les violations des droits de l'homme que vous avez mentionnées partout. Mais c'est vrai qu'on braque plus les projecteurs sur tous ces pays avec lesquels donc nous avons, disons, moins de complaisance qu'avec l'Arabie Saoudite. Donc peut-être que la question principale, c'est pourquoi cette complaisance, sur quoi est-elle basée? Et peut-être plus largement, au-delà de ça, quel est aujourd'hui le résultat de dénonciation de violation des droits de l'homme? Est-ce que ça peut marcher avec M. Badawi? Il y a quand même un paradoxe. On peut noter quand même, pardon, c'est une personne, mais quand même, je note, si je suis bien renseigné, que l'action internationale, la presse, l'agitation médiatique, que la pression aussi de la France, de François Hollande, a suspendu l'exécution. Il n'est pas libre, il a pas été libre. Vous n'êtes pas d'accord? Il n'est pas libéré. Je crois qu'il y a quand même des termes dont il faut comprendre le sens. Avoir des échanges culturels avec l'Arabie Saoudite ne signifie rien. Ce sont des villes dans lesquelles il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre. Le seule distraction, ce sont les centres commerciaux. Donc je veux bien qu'on ait une influence culturelle, mais à qui s'adresse-t-on en Arabie Saoudite? On s'adresse à une relation d'État-État. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bien évidemment, la peine de mort est une abomination partout. Mais ce qui était le plus extraordinaire, c'est qu'on ait tenu l'Arabie Saoudite à l'écart de ça. Vous vous souvenez que, par exemple, quand il y a eu l'attaque de la grande mosquée de la Mecque en 1979, avec l'intervention du GIGN, rapidement converti en musulman pour pouvoir faire l'intervention, 64 personnes ont été exécutées dans 4 villes d'Arabie Saoudite, retransmises à la télévision sans procès. Bon, à l'époque, si vous voulez, tout ça est passé par pertes et profits. Donc on est dans une espèce de trou intellectuel à propos de l'Arabie Saoudite. Revenir sur la question du lobby. Ce n'est pas une association organisée, le lobby saoudien. C'est une somme d'intérêts qui fait que notre premier client en matière d'armement depuis 20 ans, l'Arabie Saoudite, un gros producteur d'énergie, un grand partenaire commercial, etc., fait qu'on n'en parle pas. Alors, on va revenir à l'économie, mais juste un mot sur la situation des femmes. Elles ont obtenu récemment le droit de vote. Elles étaient considérées et traitées comme des mineures avant. Donc, est-ce qu'il peut y avoir quand même des petites avancées? Oui, absolument. Il y a des petites avancées. Ça fait seulement 30 ans qu'on leur promet qu'elles vont avoir le droit de vote. Donc, il y a des petites avancées. Donc, il faut compter 2 générations ou une génération et demie? Oui, c'est ça. Après la guerre du Golfe, déjà, on a annoncé que ça serait formé. Elles sont très petites avancées et les femmes restent des mineurs. Elles ne peuvent toujours pas conduire. Restent des mineurs. Le droit de vote pour un organe qui n'a aucun pouvoir législatif ou budgétaire, c'est plus cosmétique qu'autre chose. Et l'interdiction de conduire, sur laquelle on fait beaucoup en Occident, mais qui représente quand même quelque chose. J'ai eu tendance dans le temps à minimiser un petit peu tout ça, mais en fait, les femmes ne peuvent pas se déplacer. Donc même pour aller voter, éventuellement, quand on leur donne le droit de vote, elles ne pourront pas y aller. Mais plus grave que ça, ne pas pouvoir voyager, ne pas pouvoir se faire opérer sans une autorisation, c'est un statut de mineur et ce sont des avancées cosmétiques et très petites. Alors, d'autres femmes, mais celles-ci sont esclaves? Oui. En Arabie Saoudite, des Mauritaniennes? Absolument, et c'est une histoire dont on a assez peu entendu parler. Pourtant, elle illustre assez bien quand même ce 2 poids 2 mesures. Ça s'est passé à la fin du mois de juillet dernier. Cette femme, elle s'appelle Aminetou Bint El Mokhtar, a accusé l'Arabie Saoudite d'avoir mis en place un système de traite humaine avec la Mauritanie. C'est-à-dire qu'elle a révélé aux autorités que 200 jeunes filles ont été transférées de Mauritanie à l'Arabie Saoudite pour être réduites en esclavage. Ce qui les attend là-bas, ça a été documenté par les ONG. Elles sont séquestrées, violées, battues. Certaines deviennent les joujoux sexuels de riches saoudiens qui sont venus faire leur marché à la recherche de, je cite, bois d'ébène.
La complicité des autorités saoudiennes pour cette femme ne fait pas de doute, notamment par le fait qu'on leur donne des visas très facilement. Et là, on est quand même assez tenté de faire une comparaison, de faire un parallèle. Quand Boko Haram enlève 276 lycéennes, tout le monde s'indigne, politique français compris. Quand on voit ces images atroces de marchés aux esclaves organisés par Daesh, là aussi, d'ailleurs François Hollande avait reçu des survivants de ces marchés, les avait incités à témoigner. Jack Lang, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des bons et des mauvais esclavagistes? Non, je n'accepte pas cette distinction entre bon et mauvais. L'être humain est l'être humain, il doit être préservé partout, où que ce soit. Il n'y a pas de pays qui bénéficierait d'une protection spéciale. Mais quand Daesh fait le commerce des femmes, ça nous horrifie? Quand l'Arabie Saoudite le fait, ça nous horrifie moins. Mais écoutez, je ne vais pas livrer des secrets qui ne relèvent que de conversations particulières, mais il se fait que François Hollande m'accorde, je dirais, l'amitié ou le privilège, d'être à ses côtés lorsqu'il rencontre les personnages que vous montrez. Et croyez-moi, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et les sujets que vous évoquez sont évoqués dans les conversations particulières qu'il a avec les dirigeants de ces pays. Que lui répond-on? Et je ne vais pas... il parle en parabole ou il est clair? Non, il est clair. Il a une très grande clarté et d'une très grande fermeté. Par ailleurs, lorsque Laurent Fabius a réuni, voici 1 an et demi, je crois, ça ne concernait pas l'esclavage, la peine de mort, un symposium contre la peine de mort, il s'est exprimé de manière générale et particulière et claire. Alors justement... Alors on va passer un peu au volet économique de ce quant aux relations avec ce géant incontournable. L'Arabie Saoudite est devenue l'un des principaux débouchés pour les industriels français. Hélicoptères, Airbus, EPR peut-être, hôpitaux, rien n'est trop beau pour les Saoudiens. Et on regarde Laurent Fabius, c'était en juin dernier, lors de la signature de contrat avec le ministre de la Défense saoudien. Nous apprêtons à signer à l'Élysée cet après-midi des accords pour un montant de 12 milliards. Et cela illustre, mon collègue et ami en parlera dans un instant, la confiance qui règne entre nos deux pays. Alors, Pierre Conesa, nos emplois valent bien leurs droits de l'homme ? C'est de fait ce qui est appliqué. Parce qu'on peut effectivement parler dans un cercle privé de ce qui nous offusque, mais enfin, il reste que la déclaration publique marque plus qu'une déclaration, qu'un entretien. Sur le cas de l'Arabie Saoudite, si vous voulez, c'est vrai que c'est notre premier client en matière d'exportation d'armement depuis une vingtaine d'années maintenant, à peu près 7 milliards de francs, donc en fait 1 milliard d'euros minimum chaque année. Bon. Et puis surtout, on s'est engouffré dans la brèche. François Hollande a couru à Riyad lors de la mort, lors de l'avènement du nouveau roi. On a l'impression qu'on prend la place des Américains. Non, on ne prendra pas la place des Américains. On a des marchés réservés qui sont le naval, qui sont une partie du terrestre, des hélicoptères, etc. Non. Par contre, effectivement, il faut bien se dire que les Saoudiens, ils n'achètent pas des armes pour les utiliser. Ils n'ont jamais fait la guerre, sauf contre les Yéménites, on y reviendra. Mais si vous voulez, ils achètent des anxiolytiques, ils achètent des garanties de sécurité. Donc finalement, à la limite... Ça veut dire quoi? Excusez-moi, j'ai pas... Ça veut dire que d'une manière générale, quand on vend des armes aux Saoudiens, on sait qu'ils ne les utiliseront pas pour faire la guerre contre des gens significatifs. Ils ne feront jamais la guerre à l'Iran, ils ne feront jamais la guerre à l'Irak. Ils taperont sur des gens plus faibles. C'est un marché de dupes? C'est pas un marché de dupes, au contraire, on le sait très bien qu'ils n'utiliseront pas leurs armes. Ils tapent sur des civils au Yémen, en l'occurrence? Pardon? Ils tapent sur des civils au Yémen? Ils tapent sur le Yémen, c'est-à-dire qu'ils ont la même politique que Daesh. La véritable ennemie, c'est les chiites. Bon. Et donc, quand vous regardez le déploiement de force au Yémen par rapport à celui qui est fait contre Daesh, il y a 35 avions des pays du CCG, contre le Yémen, il y en a 150. Et vous avez au Yémen des pays sunnites comme l'Algérie et l'Égypte. Donc on est en guerre de religion entre chiites et sunnites. Absolument. Et nous, on a choisi le camp sunnite. On n'a choisi rien du tout. On se bat contre Daesh, qui est la création de l'Arabie Saoudite. On a fait quelque chose qui est une révolte consécutive à une attaque. Attendez, le ministre de la Défense dit nous avons choisi comme alliés le maréchal Sissi et les Saoudiens, et ce sont nos alliés, c'est ce qui est dit. D'abord, je n'accepte pas ce que vous venez de dire à l'instant sur la paternité de Daesh, certes, le wahhabisme, etc. Mais pour moi, excusez-moi, écoutez, je vous à parler, vous parlez beaucoup. Il y a plusieurs sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord. Premièrement, pour moi, Daesh, c'est une création involontaire, certes, sans doute, de M. Bush. Le premier coupable de la situation que nous connaissons dans cette région du monde, c'est M. Bush, l'intervention illégale et illégitime qui a créé le chaos en Irak. Deuxièmement, c'est M. Assad qui a tiré contre son peuple, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Et c'est, par ailleurs, le chaos libyen sur lequel on pourrait revenir. Par ailleurs, je ne suis pas en train, excusez-moi, je ne suis pas en train de défendre l'Arabie Saoudite. Moi, je suis les droits de l'homme, c'est mon combat de toujours. C'est mon combat
permanent. Mais je m'étonne quand même de ces deux langages, pas double langage, excusez-moi, ces deux langages. On dit il ne faudrait pas commercer avec l'Arabie Saoudite. Non, c'est nous qui avons dit ça. C'est nous qui posons la question. On pose la question. Posons la question. Soulever la question aussi, s'agissant de la Chine, avec vous laquelle on est en coopération. C'est la même logique que celle que vous évoquiez tout à l'heure, absolument. Donner à penser que l'Arabie Saoudite serait un cas à part. La Chine est un pays où règne aussi l'arbitraire. Mais on est sur l'Arabie Saoudite ce soir, monsieur Lang. Que dire de l'Iran? Encore une fois, mais revenons à l'Arabie Saoudite. Cette vidéo que vous passez est une vidéo d'une décapitation d'une femme birmane qui a été accusée d'avoir, je ne sais quoi, tué sa fille ou je ne sais quoi. Elle a été décapitée sur un parking. Oui. Et vous imaginez que le traducteur birman-arabe a dû effectivement contribuer à sa défense. Voilà, c'est absolument scandaleux. Mansour Mokefi, un mot par rapport à ce que l'on peut faire et aux limites de ce que l'on peut faire. La Suède a arrêté la coopération militaire, sa coopération militaire avec l'Arabie Saoudite, ce qui veut dire qu'il est possible de dire non à un moment donné? Non, pas pour la France. La coopération est très importante. L'Arabie Saoudite est un client privilégié. C'est notre premier client en termes d'armement. C'est un marché considérable avec des besoins en infrastructure et en tout domaine, formation très 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 important. Donc non, on ne peut pas. Et puis il faut revenir quand même à la réelle politique. Les droits de l'homme, bien sûr qu'on peut en parler. Je comprends parfaitement les mots de M. Lang. On entend ça, les émissions comme la vôtre aussi, très nombreuses. Mais néanmoins, dans la réalité, c'est quand même le business et la politique qui priment. Et dans ce cas, c'est les armes et les pétrodollars qui comptent. Donc il faut revenir à ça, sachant que c'est très important. Nous sommes par ailleurs en France dans une situation économique quand même difficile. Et il y a aussi un positionnement, parce que M. Koneza dit par exemple qu'on a vendu beaucoup d'armes aux pays arabes qui ne s'en servent pas, et c'est vrai pendant longtemps. L'Arabie Saoudite. Ah oui, à l'Arabie Saoudite. Alors, une pause. On va revenir tout à l'heure après aux questions économiques, mais d'abord le poids de l'Arabie Saoudite se mesure aussi à l'ONU, qui se comporte comme si Ubu Roi dirigeait l'ONU, puisque le violeur des droits de l'homme, il faut quand même le dire, supervise aussi les questions des droits de l'homme. Ça énerve Thibault Nolte? Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. La brutale Arabie Saoudite est à la tête depuis lundi du groupe consultatif de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Alors, faut-il décapiter le Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Le Conseil des droits de l'homme est l'institution onusienne chargée d'œuvrer à la promotion et à la protection des droits fondamentaux des terriens, parfois fort malmenés. Pour diriger son groupe consultatif, un panel d'experts en droits de l'homme qui évalue certains cas bien précis, le CDH a choisi lundi l'Arabie Saoudite et son panel de traitements inhumains. En 2006, lors d'une mini-révolution de palais, l'ONU avait choisi de changer le fonctionnement de sa commission des droits de l'homme, déjà consciente que trop de barbares pouvaient y siéger et même la diriger. Comme en 2003, lorsqu'avec le soutien de Cuba et du Soudan, la timbale avait été décrochée par la Libye du général Kadhafi. La commission est devenue un conseil où les pays de l'ONU élisent 47 représentants avec des quotas par région géographique. En théorie, ils sont soumis à une série d'examens pour s'assurer qu'ils pratiquent bien ce qu'ils prêchent. Ils risqueraient même l'exclusion en cas de barbarie un peu trop voyante. En pratique, la Russie, la Chine ou le Qatar sont toujours dans le club. L'ONU considère les experts du groupe consultatif comme les joyaux de la couronne de son Conseil des droits de l'homme. Les offrir à l'Arabie Saoudite, pays des droits de l'homme mort, c'est faire passer l'avant-garde de l'humanisme aux standards européens du XIIIe siècle. Une époque où les joyaux étaient coupés à ras. Merci Thibault Nolte. Une question, Pierre Koneza. Est-ce que l'ONU pourrait exclure de sa commission les pays comme l'Arabie Saoudite qui violent les droits de l'homme? C'est difficile. Vous savez, il y a eu une époque où la Roumanie, Ceausescu, a été aussi président de la Commission des droits de l'homme, donc il y a un passif dans cette commission. Je ne crois pas qu'il faille la prendre très au sérieux. Donc c'est l'ONU qui est ridicule? C'est l'ONU qui est ridicule, bien sûr. En fait, ce sont les ONG qui font le véritable travail de dénonciation. L'ONU est une espèce d'enceinte dans laquelle on respecte la souveraineté des pays. Jack Lang? Sans faire le juriste, le système de désignation de la présidence de la Commission des droits de l'homme est un système étrange par continent. Opaque? Non, pas opaque, non, absolument connu. Là, en l'occurrence, je crois que c'est le groupe asiatique, c'était le tour du groupe asiatique de présider la commission. Il y avait la Chine, le Pakistan, dedans, il y avait plein de gens très fréquentables. Ils ont des gens sympathiques, ils avaient le choix entre différents pays sympathiques. Entre la peste et le choléra. Vous avez dit ridicule, effectivement. Il y a eu Kadhafi, je pense,
pour l'Afrique, et puis quelques autres. Il y a une constante. En somme, il y a une constante. La Libye de Kadhafi, qui avait été le Conseil des droits de l'homme, a perdu toute légitimité, toute force. Juste un mot, Pierre Conesa, avant qu'on termine avec l'Institut du monde arabe. Vous accusez aussi l'Arabie saoudite de propager, de diffuser, de faire rayonner la version la plus rigoriste, la plus obscurantiste de la religion musulmane, c'est-à-dire le wahhabisme. Oui, c'est-à-dire que le wahhabisme a donné à travers les mosquées, à travers les madrasas, dans le monde. L'Arabie saoudite, grosso modo, à partir de 1973, évidemment, touche en 3 jours ce qu'elle touchait en 1 an, ce qui lui donne une certaine aisance financière. Et à partir de ce moment-là, elle dépense à peu près 3 milliards de dollars par an pour sa diplomatie religieuse. Sa diplomatie religieuse, c'est-à-dire créer des mosquées, des bibliothèques, payer des imams, payer des bourses étudiantes pour venir en Arabie saoudite. Et on s'étonne aujourd'hui de découvrir des salafistes en Afrique subsaharienne. Bon, c'était un des points d'impact essentiels, y compris en Europe, y compris en Russie, au Tatarstan, vous avez des salafistes aussi. Donc, cette diplomatie religieuse, on ne l'a pas vue venir. La consécration qui aurait dû nous alerter, c'était l'apparition des talibans, les étudiants en religion, qui sortaient des madrasas en Bali, à Néfit, créés par les Saoudiens. On l'a toléré, on ne l'a pas vu venir. On ne l'a pas vu venir. Parce que notre système diplomatique n'est pas alerté sur ce genre de sujet. Ce n'est pas eux de voir si la poussée saoudienne... D'accord. Oui, talibans, excusez-moi, au passage... talibans encouragés à l'époque. Par les Américains. Ça y est, oui, les Américains. Instrumentalisés contre les Russes. Alors, c'est la vérité ou non? C'est la vérité. À l'origine, c'est vrai. Jack Lang. Pas sur les choses réelles. Jack Lang. J'ajouterais quand même que, quoi que vous disiez qui est juste sur le wahhabisme, c'est vous qui malgré tout, l'Arabie saoudite participe, alors je sais que vous avez des doutes là-dessus, à la coalition antiterroriste qui aujourd'hui est organisée contre Daesh. Eh bien, ce sera la conclusion. Ce sera la conclusion. Et puis par ailleurs, puis tout à l'heure, vous parlez de Lima, l'Institut du monde arabe est ouvert à un islam de paix, de tolérance, à l'islam des Lumières. Et chaque mois, M. Abdenour Bidar ouvrira très largement nos portes à ceux qui veulent comprendre les choses sur l'islam et récuser toute forme de fanatisme et de cruauté. Merci à vous trois. L'émission continue, sans fanatisme ni cruauté, avec Xavier Mauduit, Jean-Mathieu Pernin, le regard malicieux, parfaitement bénin sur l'histoire et l'actualité, après Désintox. Jean-Luc Mélenchon ne porte pas Angela Merkel dans son cœur. La preuve, elle serait à l'origine du dépeuplement de l'Espagne. Rien de moins. Cette femme, par sa politique, est responsable de l'exil massif d'1 million d'Espagnols entre 2010 et 2013. En 2008, la bulle immobilière ibérique éclate et entraîne le pays dans une crise économique très dure, puis dans une politique d'austérité. Le chômage explose, les Espagnols sont incapables de rembourser leurs prêts et les banques, tout comme l'État, n'ont plus d'argent. Difficile de faire d'Angela Merkel la coupable, même si, pour Jean-Luc Mélenchon, elle porte la responsabilité de la politique d'austérité en Europe. Il est vrai que la crise a eu un fort impact démographique en Espagne. Depuis 2010, le solde migratoire est défavorable. Mais le député européen se perd dans les chiffres. Celui d'1 million de départs était sorti dans la presse espagnole en 2012. Et le phénomène a continué. En 5 ans, depuis 2010, 2,2 millions de personnes ont quitté l'Espagne contre 1,6 million qui y sont rentrés. Mais ces chiffres concernent surtout les étrangers. Ils représentent 85% des partants. L'Espagne ne fait plus rêver. Les immigrés, notamment les latino-américains, préfèrent rentrer chez eux où les perspectives d'emploi sont devenues meilleures. Certains Espagnols ont bien décidé de quitter le pays pour tenter leur chance ailleurs, notamment en Équateur, au Royaume-Uni ou en France. Depuis 2010, 305 000 ont quitté le pays, 170 000 y sont arrivés ou revenus. Nous sommes donc bien loin du chiffre d'1 million. Ah, merci Désintox. Alors, les informations affolantes d'absurdité, l'éclairage historique tonique du présent grâce au passé, les Dupont et Dupont de 28 minutes sont là, ils sont en piste, les voilà. Bonsoir Jean-Mathieu Pernin, Xavier Mauduit. Xavier, alors, vous avez noté la Saïd Martine Aubry à Lille hier, qui a marmonné lors d'une conférence de presse. Ouais, Macron, comment dire, ras-le-bol. Et je la trouve un peu familière, soit dit en passant. Et ça vous a ramené tout de suite, forcément, au 1er siècle, après Jésus-Christ. Logique. Ouais. Mais oui, de tout ce qui a été dit autour de ce Macron ras-le-bol, une hypothèse n'a pas été avancée. Moi, je m'y risque. Peut-être que Martine Aubry ne voulait pas parler d'Emmanuel Macron, mais un autre homme de pouvoir important, Macron, préfet du prétoire, à Rome, au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors Tibère est alors un empereur vraiment vieillissant et Caius, le futur Caligula, il tente de prendre le pouvoir. Aïe, 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 ça va mal. Macron, lui, a tout compris. Il sait que Tibère, c'est fini. Donc, il va vers Caius. Il est prêt à tout, Macron. Attention, l'historien romain Dion Cassius dit même qu'il envoie sa propre femme pour séduire Caius.
pas très très joli, hein. Mais surtout, en l'an 37, Macron assassine Tibère. Ah oui, selon Tacite, il l'étouffe sous des amas de couverture, c'est pas très bien non plus. Voilà qui est le vrai Macron. Alors, chose étonnante, ce Macron-là apparaît bien plus tard dans un roman de 1852 écrit par le journaliste Émile Souvestre. Le titre du roman, c'est Le roi du monde, l'histoire de l'argent et son influence. Il a vraiment existé, votre Macron? Ah bah oui. C'est pas dans le roman? Non, mais il est repris bien plus tard. Non, un vrai préfet du prétoire, un type super important. Petit détail, un petit peu avant qu'il assassine Tibère, Tibère aurait dit à Macron « Ah, tu as raison de t'éloigner du soleil couchant pour t'empresser au soleil levant. » Bon, Tibère aurait très bien pu dire « Oh, Macron, ras-le-bol ouais. !» Mais non, parce que les déclarations en ce temps-là avaient de l'allure. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Et il a tenu ses promesses. Un mot? Je suis absolument médusé par exténué, médusé. Par le général de Gaulle qui, à chaque fois, termine tel un gag les émissions. Jean-Mathieu, une chronique capillotractée, je vous prie. Tout à fait. Alors voilà, un petit conseil déjà à tous ces gens qui veulent devenir terroristes. Il ne faut surtout pas transiger sur la crédibilité de votre cause. Par exemple, si je vous dis qu'un homme va perpétrer une campagne de terreur pour défendre les rouquins, vous allez me dire, c'est pas crédible du tout. Et pourtant, ça, c'était le projet, c'était le projet de Mark Colborne, 37 ans, un Anglais jugé actuellement à Londres, qui avait planifié un attentat contre le prince Charles et le prince William pour mettre le prince Harry au pouvoir, roux de naissance, afin qu'il crée une guerre civilisationnelle contre les blonds, les bruns, les châtains, les argentés, les chauves. Alors bon, on ne sait pas trop où se placent les chauves. Donc voilà. En tout cas, et d'ailleurs, il avait oublié dans son délire les enfants de Kate Middleton, qui sont les premiers d'ailleurs dans l'ordre de succession, mais ça, c'est une broutille. C'est donc le premier extrémiste roux que l'on a au monde, et il tire son engagement, si on peut dire ça, de l'humiliation qu'il subissait quand il était petit à cause de sa couleur de cheveux. C'est vrai qu'on se moque souvent des roux, il y a plein de blagues autour des roux, et c'est pas parce que c'est les enfants du diable qu'il faut accentuer le cliché. C'est vrai, il y a un moment, ça suffit 5 minutes. Mais pourtant, derrière ce côté un peu absurde, il y a un truc, c'est quand même une histoire assez grave, puisque l'idole de Mark Colborne, c'est Anders Breivik. Voilà, tout simplement, le terroriste norvégien qui avait tué 77 personnes en juillet 2011, et son livre de chevet, c'est Mein Kampf. Donc, il y avait un potentiel de psychopathe assez prononcé chez ce garçon qui avait quand même appelé les 4% de rouquins en Europe à se révolter contre, je cite, les idiots de noirs et de caucasiens. Alors, il sera jugé, on connaîtra le verdict début novembre, mais il y a une chose qui est assez intéressante finalement dans l'action de Colborne, c'est que les roux, finalement, sont très intelligents puisque aucun n'a répondu à son appel. Vous êtes roux? Non. Il y a quelques reflets. J'ai un peu le poil roux, c'est pour ça que je me rase, comme ça on ne voit pas ma vraie nature. C'est éclairé à l'eau oxygénée. 28 minutes est terminé. Merci mes amis, merci à tous les deux. Suivre sur l'antenne, témoin sous silence du thriller nordique, norvégien précisément, avec Neige et sang coagulé, Miam, on adore. Et à 23h50, Heimat, une chronique allemande, dernier épisode. Pardon, vous voulez revenir sur Arte? Je vous conseille de ne pas répéter ça trop souvent. À demain 20h05 avec le club. Tchuss, bis. Il est...